établi un acte de naissance à M. Ali Bongo. Or, sans acte de naissance, nous pensions que, logiquement, personne ne peut se présenter aux élections. Bon, le président Omar Bongo, bien sûr, c'est lui qui avait laissé également les dispositions constitutionnelles, l'article 10. C'est le PDG qui a maintenu, parce que le PDG a introduit plusieurs amendements à la Constitution de 1994, mais le PDG n'a jamais voulu revoir cette disposition. Et nous pensons qu'en la maintenant, et même ils savaient quelles sont les personnes qui peuvent être frappées par les dispositions de cet article. Et ce débat, je peux dire aujourd'hui qu'il ne peut pas être clos. Ce débat ne peut pas être clos. Il faudrait que nous soyons tous vigilants là-dessus. Vigilants pour bâtir la démocratie de notre pays. Vigilants pour que nous puissions préserver l'avenir des générations futures. Vous savez, la Constitution des États-Unis, parce que souvent, certains disent qu'en évoquant l'article 10, les Gabonais sont xénophobes. Je dirais non. Cette disposition a été, je peux dire, copiée ou retirée de la Constitution des États-Unis. Mais on ne dira pas que les Américains soient xénophobes. Les Américains reçoivent les immigrés, ils favorisent l'immigration, mais néanmoins, ils tiennent à ce que celui qui vient d'arriver aux États-Unis ne puisse pas se présenter aux élections présidentielles dans ce pays. Donc, il y a ce point qui est un point très, très, très important. Bien sûr qu'il y a d'autres points qui sont urgents. Les points urgents, c'est que nous avons perdu le jeune Mboulbeka, mais jusqu'aujourd'hui, le corps de ce jeune homme n'est pas inhumé. Mais le peuple gabonais ne peut pas rester indifférent à cette situation qui est une situation importante. Et vous avez entendu ce matin le président Ouangou évoquer cette situation qui demande à tout le peuple gabonais, et non seulement aux leaders politiques, d'exiger qu'il y ait de la lumière. Le peuple gabonais demande qui a tué Mboulbeka. Mboulbeka était un citoyen qui n'avait même pas la pierre en main, et on l'a battu froidement. Et lorsque sa famille exige qu'on puisse retrouver l'assassin, je crois quand même que cette famille doit être soutenue dans cet effort, non seulement par les leaders, mais également par le peuple gabonais. Donc il y a cet ensemble d'actes qui exigent que les leaders oublient leurs égos, comme on le dit souvent, et se regroupent pour défendre d'abord l'intérêt supérieur de notre pays. Nous espérons, nous souhaitons que cette fois-ci, ça soit la bonne. Monsieur le Président, vous souhaitez que cette fois-ci, ce soit la bonne, mais comment allez-vous faire pour que les démons d'hier ne reviennent pas? Vous avez échoué avec l'UFC, avec l'OHCR, la CODE et bien d'autres. Ce qui est certain, c'est que nous ne pouvons pas aujourd'hui affirmer que certaines personnes ne pourront pas, comme dans le passé, se faire séduire par le pouvoir. Mais ce n'est pas cela qui doit nous empêcher de prendre nos initiatives. Il est certain d'ailleurs, je crois que c'est le président Mouidi qui l'a évoqué, et qui nous a dit que dans d'autres pays, dans d'autres prises de conscience collectives, on a toujours eu dans tous les milieux des traîtres. Des traîtres, je vous dirais, monsieur
M. Alban, qu'un jour je me plaignais de quelqu'un qui m'avait trahi. Mais mon voisin m'a dit, mais Jésus a eu Judas. Est-ce que toi tu peux être supérieur à Jésus? Donc nous avons constitué un regroupement, hein, une union, mais est-ce que nous serons supérieurs à Jésus pour croire que dans cette union, il n'y aura pas de Judas? Mais cela ne devrait pas nous empêcher de continuer notre devoir. Cela ne devrait pas nous empêcher d'aimer notre pays au-dessus de tous les intérêts qui peuvent nous paraître séduisants. Je crois que l'effort à faire, vous avez évoqué notre parcours de près de 34 ans, mais oui, je voudrais profiter de l'occasion pour vous rappeler ce que j'avais déjà dit, je crois, au niveau de ce plateau. Je disais que en classe de 5e, j'avais participé à un concours organisé par les compagnies aériennes, je crois en Afrique centrale, et les lauréats de ce concours devaient se rendre en France. Et j'étais le lauréat des classes de 6e, 5e. Un Miyindou était de Ndende, enfin, le lycée de Ndende, était le lauréat des classes de 4e et 3e. Et Casimir Ndomba, qui est maintenant prêtre, à l'époque il était séminariste, était le lauréat des secondes, premières, terminales. Bon, à cette époque, nous n'avions pas de télévision, nous n'avons rien, et le Gabon était encore à un niveau qui n'était peut-être pas semblable à celui que nous avons aujourd'hui. Si vous voulez me dire, vous moquez de moi qui dit que nous n'avons pas évolué, mais nous disons toujours que nous n'avons pas évolué par rapport aux possibilités que nous avons eues. Alors donc, lauréat, je suis allé à Paris en juillet 1962. Jeune Gabonais, j'allais même dire jeune broussard gabonais, j'étais frappé par le niveau de développement de la France. Je le dis très sincèrement. Et j'ai été choqué que pendant toute la colonisation, les colons ne nous aient pas donné la possibilité d'essayer de faire de petits efforts pour nous orienter vers le développement. Certains amis disent toujours que j'aime toujours rappeler le passé, mais le passé est en nous. Et vous ne pouvez pas nous regarder sans qu'on puisse vous rappeler ce passé qui constitue aujourd'hui ma personne. Et nous avons fait Paris, nous avons fait les châteaux de la Loire, nous avons vu les châteaux de Versailles, enfin, je peux dire les merveilles de la France. Et quand je regardais mon pays, je m'étais dit personnellement qu'il y avait un effort et beaucoup d'efforts à faire pour le Gabon, beaucoup d'efforts à faire pour l'Afrique. Voilà le départ de notre engagement politique. Et c'est cet engagement politique qui sera encore confirmé quand je reviens de l'école du Trésor, parce que j'ai voulu travailler très tôt, très tôt, parce que je sentais que l'aspirateur politique pouvait m'attirer très tôt. Voilà pourquoi j'avais décidé d'entrer dans l'administration à un niveau moyen, de manière que pendant une certaine période, je puisse jouir, comme certains peuvent le dire, des plaisirs d'un jeune homme. Donc, je ne l'ai peut-être pas fait pendant longtemps. Je me suis retrouvé avec un groupe d'hommes suffisamment âgés, Léo Yonaba, Léo Bienritour, Mbamba Nziengi, c'est Thomas Didim, Tom Paul Calvin, Niamito, que Dieu ait leurs âmes, ils nous ont quittés, Zogengema. Et c'est avec eux que nous avons lancé le combat de ce pays, le combat de libération de ce pays. Nous l'avons fait à nos risques et périls.
je l'ai répété à des amis au cours de nos réunions, certains sont très sensibles, très allergiques au rappel du passé. Mais je leur ai dit que le PDG nous a arrêtés, il nous a mis en prison, malgré sa devise dialogue, tolérance, paix. C'est un slogan, ce sont des slogans tout simplement pour faire endormir certains. Mais Dieu merci, nous sommes sortis de la prison et nous avons retrouvé les autres. Le problème effectivement de ce pays est que certains ont l'avantage d'être au devant de la scène, ont l'avantage de disposer des moyens financiers, ont l'avantage de disposer des médias et arrivent à convaincre le peuple gabonais à les suivre, mais à les suivre pour les conduire au désespoir, pour le conduire au désespoir. C'est le problème qui est arrivé dans ce pays. Et cela, ils conduisent le peuple au désespoir pour répondre à leurs intérêts personnels. Donc, Alban, nous essayons de faire de notre mieux parce que finalement, nous pensons que nous ne devons rendre compte au peuple gabonais. Et je crois que c'est l'attitude que les leaders doivent avoir, rendre compte au peuple gabonais. C'est le peuple gabonais qui est souverain. Les appels qui sont faits par des autorités tiennent absolument à nous détourner des missions nobles. Des missions nobles qui consistent à défendre l'intérêt général, l'intérêt supérieur de ce pays. Et je sais que c'est difficile. Certains ont toujours l'habitude de dire oui, tu es agent comptable, mais je suis de formation inspecteur du Trésor. Et l'administration gabonaise, le Trésor public, m'a confié la responsabilité d'aller installer une agence comptable à l'Assemblée nationale. Pourtant, on avait désigné quelqu'un un an auparavant, mais qui n'avait pas réussi à le faire. On m'a mis à cette épreuve, je l'ai fait. Et je l'ai fait après 3 ans de prison. En prison, on ne gagne rien. Mais je l'ai fait parce que je pensais qu'il était temps que nous posions les problèmes de ce pays. J'ai fait 3 ans de résidence et j'ai fait 4 ans d'affectation disciplinaire. Cadre de la catégorie A1, j'étais affecté en complément d'effectif dans un service administratif. Mais nos amis semblent considérer ce passage comme s'il n'était pas un sacrifice qui était fait pour que notre pays puisse être libéré. Mais on va vous donner des intentions, vous accuser de ceci, vous accuser de cela. Pendant que nous vivions dans ces conditions, certains jouissaient et d'autres accumulaient. Je ne condamne personne, mais je dis que nous reconnaissons que nous devons tous faire des efforts. Que ceux qui ont des moyens débloquent des moyens pour la libération de ce pays. Ceux qui ont des forces humaines débloquent ces forces humaines pour libérer ce pays. Il est temps que... Et aujourd'hui, j'ai applaudi, malgré les hésitations, j'ai applaudi parce que j'ai vu un ensemble d'acteurs politiques. Ceux qui ont été au PDG, même si ça gêne, mais c'est la réalité hier, se lever pour demander aux autres que nous puissions nous retrouver dans l'intérêt supérieur pour que nous puissions sauver le Gabon. Alors, Monsieur le Président, au cours de cette conférence de presse, parmi les préalables, avant d'aller aux actions, vous avez parlé d'un dialogue. Hier, on parlait de la conférence nationale souveraine. Aujourd'hui, vous parlez d'un dialogue inclusif ou un dialogue sans exclusion ou sans tabou. Alors,
je me pose une question, je me pose la question de savoir comment allez-vous forcer la main pour que le pouvoir puisse accéder à votre requête, c'est-à-dire arriver à organiser ce dialogue inclusif. Un Canal Espoir a posé cette question à ceux qui ont animé la conférence de presse. On est resté sur notre fin. Oui, c'est exact. C'est exact. Je ne trahirai personne ou je ne trahirai pas les débats de nos milieux, mais je voudrais tout simplement vous faire comprendre que quand on nous avait annoncé qu'il y aurait la tenue d'une nouvelle conférence nationale, j'ai émis mes réserves. J'ai émis mes réserves parce que je dis à nos amis que la conférence nationale ne peut pas se tenir si celui qui est à la tête de l'État ne la convoque pas. C'est le principe. Et il faut des circonstances qui amènent parfois les chefs d'État à convoquer la conférence nationale, surtout quand ils sentent que le régime semble secoué. Tel a été le cas en 1990, quand la plupart des secteurs administratifs, des entreprises publiques et privées, tout ceci avait été lancé par la grève de l'université et la descente de la police à l'université de Libreville. Et c'est cette situation qui a amené Omar Bongo à convoquer la conférence nationale pour voir si on pouvait retrouver les nouvelles voies, les nouvelles pistes pour un redémarrage sur la gestion économique, politique et sociale de ce pays. Je leur avais dit donc la proposition que vous ramenez ne peut être possible que si vous êtes capable de créer ce genre de situation. La conférence nationale ne peut se tenir que si des pressions suffisantes viennent de l'extérieur pour amener celui qui est à la tête de l'État à convoquer la conférence nationale. Donc, à un moment donné, on a estimé que j'exagérais. Très souvent, d'ailleurs, on pense que j'exagère un peu. Je m'excuse, mais au bout, jusqu'aujourd'hui, cette conférence n'a pas été convoquée. Mais c'est peut-être pas le cas aujourd'hui. Il faut éviter de croire que c'est l'opposition qui a souhaité la rencontre du dialogue inclusif. Non. Et d'ailleurs, nous avons également attiré l'attention du front là-dessus, qu'il fallait éviter de mettre ce dossier au devant de la scène, comme si c'est l'opposition qui sollicitait le dialogue. C'est l'impression qui se dégage. Voilà, finalement. Or, c'est le représentant du secrétaire général, M. Batilili, je crois que c'est... Oui, c'est exact. Voilà, quand il nous a reçus le 22 décembre, qui nous a dit que dans le cadre des missions de l'ONU, il proposait une rencontre au cours de laquelle nous débattrions des problèmes concernant notre pays. Et qu'il souhaitait que nous puissions avoir suffisamment d'abnégation pour que nous acceptions de rencontrer même ce que nous ne voulons pas voir, afin que les problèmes soient suffisamment débattus. D'ailleurs, M. Ban Ki-moon, secrétaire général de l'ONU,
il nous a rencontrés, il nous a dit que les composantes d'une démocratie sont, il y a le gouvernement et il y a la majorité qui est au pouvoir, il y a également l'opposition. Vous ne pouvez pas avoir une véritable démocratie si vous n'avez pas en face de vous une opposition. Et c'est à ce titre qu'il avait cherché à son passage ici en juillet 2010 à rencontrer l'opposition et à voir le pouls de la situation selon cette opposition gabonaise. Donc, dans le cas des missions de l'ONU au Gabon, ils pensent qu'une telle rencontre serait possible. Voilà d'ailleurs pourquoi dans la formulation qui est faite aujourd'hui, le Front a estimé qu'une rencontre ne peut avoir lieu que si elle est placée sous la tutelle de l'ONU, de l'Union européenne et de l'Union africaine. Le PDG semble vouloir nous dire que le Conseil national pour la démocratie est le cadre idéal pour débattre de ces problèmes. D'ailleurs, le président tout à l'heure a répondu, le président Mokani a répondu en disant que, mais enfin, le CND, aujourd'hui, pour la plupart d'entre nous, est une coquille vide. Je vous amuserai, il y a un jeune qui était venu me poser la question après la mort de Pierre Claver, que Dieu ait son âme. Il voulait me demander si ça m'intéresserait de prendre le CND. Mais je lui ai répondu assez idiotement, qu'est-ce qu'on fait là-bas pour que j'aille perdre mon temps. Donc, et aujourd'hui, le parti du président du CND soutient Ali Bongo. Mais on ne pourrait pas, à ce moment-là, s'attendre à une certaine neutralité de la part de monsieur du président Dao. Je crois qu'eux aussi, je le regrette énormément, ne font pas l'effort pour quand même essayer d'éviter que nous nous retrouvions devant des situations qui ridiculisent notre pays. Parce que quand on crée une institution comme celle-là, le chef de l'institution doit faire preuve de neutralité, doit faire preuve de hauteur. Il ne doit pas descendre dans l'arène pour discuter, pour débattre des problèmes qui sont les nôtres. Je crois que le président Dao aurait dû demander aux siens d'éviter de faire de telles déclarations. Même si, pour certains, ça permet au PDG d'avoir l'assurance qu'il peut être soutenu s'il y a élection. La situation est tout à fait différente. Voilà pourquoi nous avons souhaité que cette fois, s'il y a rencontre à ce niveau, rencontre demandée par l'ONU, mais cette rencontre soit sous la tutelle de l'ONU, de l'Union européenne et de l'Union africaine. Monsieur le Président, est-ce que depuis le 22 décembre que le représentant du secrétaire général de l'ONU vous a rencontré, vous avez comme l'impression que le dossier avance? Non, c'est le représentant du secrétaire général, c'est pas... Je veux dire le représentant du secrétaire général. Vous avez l'impression que le dossier avance? Nous lui avons... Parce qu'on a comme l'impression que c'est de votre côté seulement, c'est du côté de l'opposition qu'on parle de ce dialogue. Mais du côté de la majorité et du pouvoir, on a comme l'impression que... Mais je pourrais vous rassurer... Ils sont à fond, hein? Je pourrais vous rassurer que monsieur le représentant de l'ONU et les autres diplomates sont tenus à la retenue. Ils ne peuvent pas être appelés à faire des déclarations. Son silence ne veut pas dire indifférence. Son silence sous-entend l'effort de regrouper un certain nombre et de documents et d'informations
qui puisse lui permettre, au cas où cette rencontre devait se tenir, qu'il puisse maîtriser le dossier et atteindre les résultats qui puissent satisfaire pas les acteurs, mais le peuple gabonais. Parce que le débat que nous menons aujourd'hui doit être dans l'intérêt du peuple gabonais. Donc, nous ne nous inquiétons pas, mais ce qui est sûr également, qu'entre-temps, le temps passe, et je crois que lui-même en prend certainement note, parce qu'en lui remettant les documents tels que nous lui avons donnés, cela doit lui donner la preuve que nous faisons confiance en l'ONU, et nous le faisons pour éviter effectivement qu'il y ait un dérapage qui entraînerait mort d'homme. On va aller avec la permission de Yoshim Kanye, écouter la réaction, bien, écouter le sentiment des deux présidents, donc notamment le président Jean-Louis Moukanye Ouangou et le président Benoît Muti Nzamba sur la question du dialogue inclusif. En toute responsabilité, assumer son histoire. C'est une histoire qui est jalonnée à la fois d'échecs et de succès. Et quoique des échecs aient été enregistrés en chemin, cela n'a pas découragé l'opposition à entreprendre et à se projeter toujours dans le sens de la construction du pays, parce que nos exigences postulent tout simplement du souci de construire le pays et de l'installer dans les standards qui ont cours partout ailleurs. Je crois qu'il n'est dans l'intérêt de personne d'assumer d'être Gabonais, donc d'appartenir à un pays